Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler, comme prévu, des 2 derniers épisodes, entre guillemets, à ce stade, du podcast donc de J.K. Rowling que nous avons commencé à vous raconter il y a déjà maintenant 2 semaines. On voulait au départ vous faire juste un épisode, une vidéo par épisode, mais en réalité, il y a tellement de choses à dire que finalement, on ne ferait que vidéo que sur vidéo. Donc si vous en êtes d'accord, sauf énorme révélation, on fera jusqu'à présent et jusqu'à la fin donc des podcasts à chaque fois une vidéo pour couvrir 2 épisodes pour que ce soit le plus concret possible. Alors, on vous le redit encore une fois, on ne s'approprie absolument pas le travail de cette podcasteuse qui a fait un travail absolument formidable avec J.K. Rowling, on ne se l'approprie pas du tout. Au contraire, on essaie de vous le rendre accessible, justement en reprenant ce qui est dit dans le podcast et en vous le traduisant parce que évidemment, vous n'êtes pas tous et toutes en capacité de comprendre parfaitement ce que dit J.K. Rowling parce que vous n'êtes pas comme nous bilingues et donc forcément c'est plus agréable entre guillemets d'écouter des résumés que d'écouter une heure de podcast auquel on ne comprend pas grand chose. Donc c'est vraiment dans cette optique-là qu'on a décidé évidemment de vous permettre entre guillemets d'accéder à ce contenu-là. Alors aujourd'hui on va être sur des propos qui sont, on vous le dit tout de suite, extraordinairement dense de la part de J.K. Rowling. Alors ne vous attendez pas à des grandes révélations sur le Wizarding World, etc. Mais l'épisode 3 et l'épisode 4 sont consacrés à la fois à la fandom, mais aussi évidemment à tout ce qui se passe avec la guerre que lui mènent les activistes trans et tous les autres acteurs et youtubeurs dont vous savez que nous avons une piètre image puisque ils sont en fait un revers de la médaille de la célébrité qui est franchement bien peu enviable. Mais ça, on y reviendra un petit peu ultérieurement. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de vous résumer donc durant cette vidéo un petit peu tout ce qu'a pu dire J.K. Rowling à la fois sur l'épisode 3 et sur l'épisode 4 donc de ce podcast. Alors on vous prévient aussi au cas où, si ma voix se casse, ne vous étonnez pas, j'ai juste un petit problème de corde vocale, ça revient de manière régulière, si vous regardez nos let's play, vous pouvez voir que de temps en temps, effectivement, ma voix a tendance un petit peu à dérailler, je n'y peux rien, c'est indépendant de ma volonté, mais voilà, je préférais vous prévenir. Alors, l'épisode 3 commence donc, si vous voulez, un petit peu, là on s'était arrêté dans l'épisode 2, c'est-à-dire on se souvient que dans l'épisode 2, on parlait vraiment du fanatisme de sectes chrétiennes, entre guillemets, aux États-Unis, qui avaient décidé d'interdire J.K. Rowling, de bannir J.K. Rowling et tout, et donc on commence en fait l'épisode 3, en fait, sur toutes les menaces qu'a pu recevoir, entre guillemets, J.K. Rowling, là, ces derniers mois, ces dernières années, de la part donc d'une communauté qui, pour le coup, n'a rien à voir avec les communautés sectaires dont on vous parlait aux États-Unis. Là, on est vraiment dans des communautés sectaires, LGBT, transactivistes, etc., qui ont évidemment une aura médiatique extraordinairement forte, et vous allez comprendre évidemment pourquoi. Alors, elle revient évidemment sur toutes les menaces dont elle est, entre guillemets, on va dire, malheureusement la victime. Vous savez, on vous en a parlé à plusieurs reprises. Donc il y a eu des menaces à caractère sexuel, il y a eu des menaces de violence qui ont été jugées suffisamment crédibles par la police écossaise pour mettre en place un système de sécurité digne de ce qu'on a en France pour les hautes personnalités, sachant qu'elle recourt elle-même à sa propre société de sécurité privée pour effectivement la sécuriser elle, son mari, mais également ses enfants, puisqu'on sait que évidemment les menaces sont allées jusqu'à dévoiler son adresse à Édimbourg, jusqu'à poser devant ses maisons familiales là où vivent ses enfants. Enfin, on est vraiment arrivé sur quelque chose d'extraordinairement grave et avec des menaces, encore une fois, qui ne sont pas simplement, entre guillemets, le petit mec qui se cache derrière son PC qui a 3 kilos d'intelligence tout mouillé et qui va aller dire ah bah oui, J.K. Rowling, je vais la tuer. Non, là on est vraiment sur des menaces qui sont extraordinairement crédibles et qui sont extraordinairement évidemment inquiétantes, avec comme objectif, comme le dit très bien J.K. Rowling, effectivement, c'est de la réduire en silence pour l'utiliser finalement comme un exemple pour toutes les autres femmes qui refusent aujourd'hui effectivement de se soumettre au diktat des trans et de la communauté LGBT et donc du wokisme par extension. Et donc si vous voulez, J.K. Rowling, elle justement veut résister pour effectivement montrer qu'on peut résister face évidemment à toutes ces espèces de nouvelles formes, elle dit le mot très clair, d'autoritarisme, on y reviendra tout à l'heure, et qu'aujourd'hui en fait finalement ce qui compte c'est de prendre la parole et de pouvoir dire un certain nombre de choses. Alors ensuite, elle appuie son propos sur la fandom. Alors, la fandom, on revient un petit peu aux origines. Il faut savoir qu'évidemment, il y a eu un événement, alors qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont âgés de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est que en fait, l'apparition des livres Harry Potter a coïncidé à peu près avec la période où a commencé à se développer véritablement Internet. Et tout
les lecteurs de la première génération, et j'en fais partie, effectivement, on fait à la fois l'expérience de la découverte d'Harry Potter et la découverte en fait d'Internet sensiblement en même temps. Ce qui fait que du coup, Internet a souvent permis aux fans d'avoir en fait leur première interaction avec Internet en allant par exemple sur tout un tas de sites où il y avait des théories, il y avait des infos, il y avait des rumeurs, il y avait tout un tas de choses. Et donc c'est vrai qu'il y a eu tout cette espèce de mouvement et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu apparaître un certain nombre de sites Internet comme le Leaky Cauldron, comme MuggleNet, etc. qui aujourd'hui sont des repères, on va le dire entre nous, d'ordures puisque ce sont eux notamment qui ont relayé un certain nombre d'appels et de menaces vis-à-vis de J.K. Rowling et qui ont pris clairement et officiellement position contre eux, et on met là-dedans tous les autres zozos, y compris les zozos français dont on taira le nom puisqu'ils ne méritent même pas qu'on les cite, qui se permettent de dire que J.K. Rowling est problématique, d'écrire que J.K. Rowling est problématique et de ensuite aller chouiner sur une chaîne YouTube ou qu'est-ce. Bref, vous l'aurez compris, Internet, ça a été vraiment, entre guillemets, un pôle d'attraction de fans Harry Potter dès le départ qui ont beaucoup échangé. Et donc, J.K. Rowling, en tant qu'auteur, elle exprimait le besoin, effectivement, de s'y intéresser, car selon elle, c'était vraiment sa responsabilité d'auteur de voir un petit peu ce qui pouvait se dire sur ces plateformes. Donc, elle a commencé à découvrir un certain nombre de fanfictions où elle a été, elle le dit, fascinée, mais qu'elle a aussi été parfois inquiétée. Et là, on imagine évidemment qu'il y a les liens avec les romances qui sont derrière. Elle en parle, où elle dit que c'est mignon, mais en fait, elle sous-entend derrière que, évidemment, malheureusement, certaines fois, et on vous l'a dit déjà dans un certain nombre de vidéos sur les fanfictions, on sait très bien que, évidemment, il y a des dérapages, et des dérapages qui vont vers des tendances pédophiles, de manière évidente. Quand on imagine effectivement un rogue adulte avoir une relation avec une toute jeune Hermione en première ou deuxième année, là, on est dans le cadre vraiment d'actes pédophiles, et donc quelque part dans l'apologie même de la pédophilie au travers de fanfiction. Et on sait qu'il y a eu tout un tas de choses comme ça. Et donc, comme le dit J.K. Rowling, dans la fanfiction, il y avait beaucoup de bonnes choses à en tirer parce que ça permet à des gens d'imaginer, d'apprendre à écrire aussi, etc. Enfin, vraiment de faire tout un tas de choses autour de Harry Potter, mais ça soulevait également beaucoup d'inquiétudes. Et ça, pour elle, c'était évidemment quelque chose qui l'inquiétait. Et notamment, elle cite le cas donc, de MuggleNet, qui a été pendant très longtemps un site référence en matière de Harry Potter avant que ses fondateurs, enfin son fondateur et ses équipiers ne finissent par devenir relativement dingues, enfin même par devenir complètement dingues, on le dit honnêtement, et où en fait J.K. Rowling avait décidé d'interagir donc avec la communauté, mais elle avait décidé de le faire de manière tout à fait anonyme pour passer complètement inaperçu. Ce qui fait que de temps en temps, sur les forums de MuggleNet, elle allait parfois contredire par exemple quelqu'un qui avançait une théorie et donc elle le contredisait sans évidemment que les gens ne se rendent compte que c'était J.K. Rowling. Et ce qu'elle a vu sous ses yeux au sein de la communauté l'a beaucoup inquiétée, puisqu'elle a vu en fait qu'il y avait une véritable forme de harcèlement au sein de la communauté des Potterheads, où dès qu'on n'était pas d'accord avec l'un, en fait on se prenait des vagues de trolling où on disait entre guillemets qu'il fallait de la bienveillance, mais dès que l'autorité d'un chapeau à plumes du forum était remis en cause, il y avait 10 personnes qui arrivaient, qui débarquaient sur la personne. Et pour J.K. Rowling, c'était quelque chose qui était un petit peu inquiétant, puisqu'elle explique elle-même, et on vous en avait parlé dans une vidéo, avoir placé tout au cœur de son livre le message en fait contre le harcèlement. Et en fait, elle a vu évidemment qu'il y avait une structuration intellectuelle très étrange chez ces gens qui se disaient à la fois bienveillants et qui couvraient en fait le harcèlement dans une dimension aussi d'ailleurs qui était d'emprise. C'est-à-dire que par exemple un certain nombre d'administrateurs, de modérateurs, de créateurs de forums avaient en fait la main mise sur une petite communauté. Il y avait véritablement une emprise qui était faite et dès qu'on sortait entre guillemets de la doxa de ce site internet, ça devenait quelque chose qui était évidemment extrêmement compliqué. Et donc J.K. Rowling explique que finalement elle a préféré partir loin de tout ça parce que ça devenait un petit peu trop difficile pour elle. Alors ensuite la journaliste l'interroge sur le fait, et c'est vrai que c'est un argument qui revient de manière assez régulière en disant que finalement Harry Potter avait été perçu comme un refuge pour les ados qui auraient par exemple des tendances homosexuelles. Et en fait J.K. Rowling là-dessus dit clairement qu'elle n'est absolument pas étonnée puisque en fait toutes les personnes qui ont une particularité dans le monde des Moldus, elles sortent un petit peu en anomalie par rapport à la normalité. Mais quand on est dans le monde magique, quand on passe en fait le chemin de traverse, on découvre qu'en fait que chacun est extraordinaire puisque tout le monde est capable de, on va dire, pratiquer la magie. Et donc, finalement, comme chacun est extraordinaire, chacun devient normal. Et donc, sa logique, finalement, ne s'applique pas d'ailleurs qu'aux personnes qui auraient des tendances homosexuelles ou qui seraient homosexuelles. Ça s'applique aussi aux personnes, par exemple, qui peuvent avoir un léger handicap, même un lourd handicap. Ça s'applique aux personnes qui se sentent pas bien dans leur vie, qui sont harcelées. Enfin, tout le monde peut trouver son refuge dans le monde de Harry Potter. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette communauté est si forte. Et c'est pour ça d'ailleurs que les livres ont aussi bien fonctionné, ainsi que les films. C'est parce que les gens se réfugient là-dedans. Et on le voit d'ailleurs encore aujourd'hui
aujourd'hui avec Hogwarts Legacy. Alors elle parle notamment à ce cas-là, finalement, par exemple de Lupin. Lupin qui a été totalement stigmatisé pendant son enfance, pendant son adolescence, pendant sa jeunesse, pendant son âge adulte. Il a été stigmatisé à cause de sa lycanthropie, pour laquelle il ne pouvait rien, mais ça n'empêche que finalement, au final, ça reste un personnage très très fort. C'est pareil, elle parle de Ron, qu'elle définit comme étant un véritable con, qui parfois réussit quand même à s'entendre avec un Harry qui est totalement colérique, on peut mettre ça aussi sous le coup de la crise d'adolescence, mais qu'au final, entre guillemets, toutes ces personnes-là, avec toutes les caractéristiques qui les différencient, avec toutes les différences qui sont les leurs, finalement, ça forme quand même une très grande famille, et c'est des gens qui travaillent ensemble et qui vivent ensemble. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Alors ensuite, la journaliste rentre dans une dynamique un petit peu plus, on va dire, personnelle vis-à-vis de J.K. Rowling, et notamment sur les valeurs, entre guillemets, qui animent donc l'auteur de Harry Potter, on va dire, de manière quotidienne. Et ces valeurs, J.K. Rowling, en fait, elle va les exprimer d'une manière assez intéressante pour la simple et bonne raison qu'elle va expliquer que trop souvent, elle a été perçue comme une idole, comme une figure totalement idéalisée, voire presque même une mère de substitution idéalisée par les fans, par les lecteurs, alors qu'elle n'est absolument rien de cela et qu'elle ne veut absolument pas rentrer dans cette logique-là. Alors elle sait que en tant que personne publique, elle a une responsabilité dans ses propos, qu'elle a une responsabilité entre guillemets dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle défend et dans les sujets qu'elle porte. Ça, elle le sait très très bien, mais après elle ne veut pas non plus rentrer dans cette logique très perverse qui serait de dire, par exemple, je considère J.K. Rowling comme une mère adoptive. Ça, c'est des choses qui ne sont pas entendables, si vous les entendez ou si vous les pensez, c'est qu'il y a fondamentalement un problème de base, puisque J.K. Rowling, c'est une personne publique, mais c'est une personne que vous ne connaissez pas dans la vie privée, et ça renvoie un petit peu à tout le propos qu'on tenait, notamment sur les conventions, où on vous expliquait que, certains expliquent qu'ils vivent des moments absolument extraordinaires, incroyables, etc., avec les acteurs, alors qu'en réalité, on est véritablement uniquement dans finalement un contrat commercial où vous payez l'acteur pour une prestation, c'est-à-dire vous faire la dédicace au sourire sur une photo, et lui reçoit l'argent que vous lui donnez. On est vraiment sur cette relation-là. Et avec J.K. Rowling, c'est sensiblement exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elle, elle fournit des livres, on les lit, on est très content de les lire, on la paye en rétribution, mais ça s'arrête là. Ce n'est pas quelqu'un, entre guillemets, qui peut jouer le rôle de mère de substitution, et ça, c'est quelque chose qu'elle ne veut pas, ni non plus d'ailleurs être idéalisée, puisque, comme elle le dit très bien, elle a évidemment également tout un tas de défauts, même si on a du mal à y croire. Non, on rigole. Alors ensuite, le podcast se dirige également ensuite vers la problématique d'Internet et des mouvances idéologiques, donc soi-disant progressistes, qui se propagent évidemment sur les réseaux sociaux, et on part en fait du principe qui est très intéressant, qui est le cas de Tumblr. Tumblr, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un réseau social qui a eu son heure de gloire un petit peu avant l'apparition de Twitter, où effectivement beaucoup de communautés de fans, mais pas simplement de Harry Potter, c'était le cas également pour Star Wars, c'était le cas pour Disney, tout un tas de gens allaient sur Tumblr pour, entre guillemets, créer un certain nombre de fanfictions, etc., de vraiment créer des personnages virtuels. On était vraiment dans un univers virtuel, presque, on va dire, les prémices, entre guillemets, du métaverse qui était en train de se créer, et où, en fait, sont nées toutes ces questions d'identité multiples. Vous pouvez dire que vous êtes un camion, un tracteur, un autocollant, un camping-car, une sorcière, une sirène, une bulle, un dragon, toutes ces identités-là, en fait, sont nées sur ces réseaux sociaux-là, comme Tumblr, et où, en fait, on est arrivé, évidemment, à la suite de tout cela, vers des dérives sexuelles extrêmement graves, avec tout un tas, évidemment, de dérives, y compris pornographiques, qui ont fini par pourrir complètement ce réseau social, qui aujourd'hui est tombé en désuétude. Mais en fait, dans tout ce que nous présente l'autrice de ces podcasts, qui est très intéressante, c'est évidemment que Tumblr a constitué, entre guillemets, quelque chose de, on va dire, très néfaste, puisque on a proposé sur ces réseaux sociaux-là des palettes, entre guillemets, de couleurs. Vous savez, c'est comme quand vous allez chercher une peinture ou un papier peint, on vous donne une palette et vous allez pouvoir choisir et accommoder, en fait, en fonction de ce que vous souhaitez. Mais cette fois-ci, c'était évidemment pour identifier des genres, etc. Et donc là, on est arrivé sur quelque chose de très grave, et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que le lien avec les fanfictions est fait dans le podcast, puisque, en fait, une fanfiction, ce n'est ni plus ni moins qu'un lieu où on peut créer un personnage virtuel, mais aussi, entre guillemets, se forger une identité au sens activiste en créant, par exemple, un avatar. Et ça, on vous en avait déjà parlé dans un certain nombre de vidéos, et on l'avait vu notamment sur Twitter au moment du confinement, où on avait vu un certain nombre de personnes partir, en fait, dans du roleplay, mais extraordinairement torturé,
où ils imaginaient, par exemple, être l'enfant de Salazar Serpentard et de Godric Gryffondor qui auraient eu un enfant ensemble. Bon, pour rappel, 2 hommes ne peuvent pas avoir un enfant ensemble, ça ne fonctionne pas comme ça. Et en fait, cet enfant avait le pouvoir de voyager dans le temps et que comme il était tombé amoureux de Godric Gryffondor, qui était donc son propre père, son père a lui-même voyagé dans le temps pour rajeunir et ont débarqué sur des relations incestueuses. Et ces roleplays étaient suivis par des centaines et des centaines de personnes. Donc on avait absolument tout dedans, de l'inceste, de la pédophilie. Enfin, on était franchement dans un délire complet et total. Et donc en fait le problème, et ce qui est évoqué dans ce podcast, c'est que tout ce qui se passe entre guillemets sur le virtuel, bon, tant que c'est du virtuel, ça reste grave, mais ça reste contenable. Le problème, c'est quand on veut exporter ces identités qui n'existent pas. Par exemple, voilà, quand certains disent on est des sorciers, non, vous n'êtes pas des sorciers, faut arrêter, vous n'êtes pas des dragons, vous n'êtes pas des sirènes. Malheureusement, dans la vie réelle, ces gens-là aujourd'hui veulent nous imposer entre guillemets ça, avec évidemment toute la vague très à la mode de changer de pronom, de ceci, de cela, d'inventer tous les pronoms possibles, imaginables et toutes les identités possibles et imaginables. Et tout ça, évidemment, c'est quelque chose qui reste pour le coup extraordinairement inquiétant. Alors ensuite, évidemment, elle a parlé de tout ce qui était la cancel culture et tout ce qui tournait autour maintenant de ces mouvements qui appellent à l'appropriation culturelle, etc. Enfin, qui sont des trucs très, très étranges. Et elle citait notamment, alors là pour le coup ça parlera aux plus vieux d'entre nous, ceux qui ont connu la sortie des Animaux Fantastiques 1 et notamment toute la promotion qu'il y a eu avant évidemment la sortie de ce premier film, avec notamment l'affaire des Skinwalkers, en français l'échangeur de peau. Il faut savoir que, effectivement, avant que les Animaux Fantastiques sortent, on savait qu'on allait être basculé dans le monde magique américain, qui était forcément très différent du monde magique britannique. Et il y avait eu tout un tas de vidéos et de nouvelles qui avaient été écrites par J.K. Rowling pour Pottermore, où effectivement elle présentait l'Amérique du Nord et la magie en Amérique du Nord. Et à un moment donné, elle avait parlé en fait des Amérindiens et de ces Amérindiens qui finalement pouvaient se transformer en animal, etc. Bon, elle a ni plus ni moins fait qu'adapter en fait les animagus au format américain. Rien de choquant. Mais il se trouve aussi qu'elle s'est inspirée, comme d'autres auteurs avant elle, on pense notamment à Stephanie Meyer dans la saga Twilight, effectivement de légendes amérindiennes où effectivement il pouvait y avoir des changements en loups, etc., ou en différents animaux de la part donc, de ces Indiens. Ce sont des vieilles légendes. Elle s'en est inspirée, mais on lui a reproché, là, sur la sortie des Animaux Fantastiques, que c'était grosso modo de l'appropriation culturelle, qu'elle osait parler de quelque chose dont elle ne faisait pas partie, enfin bref, que tout ça était une honte, etc. Ce qui a conduit, en fait, à cette polémique, à supprimer un personnage qu'on aurait dû voir, qui était un personnage très très secondaire dans les Animaux Fantastiques et qui n'avait aucune importance dans l'histoire, mais ça a conduit à supprimer ce personnage, et donc, effectivement, pour ne pas rentrer dans cette logique de l'appropriation culturelle. Alors, J.K. Rowling, c'est quelque chose entre guillemets qui ne l'a pas étonnée, elle savait que ça arriverait, donc elle ne l'a pas pris personnellement, mais voilà, c'était quelque chose qu'elle surveillait déjà depuis un petit moment, puisque c'est vrai qu'à cette époque-là, donc on est dans les années 2015-2016, on commençait à passer un peu en revue toutes les œuvres selon de nouveaux référentiels idéologiques, c'est un mouvement qui a débuté évidemment outre-Atlantique et qui ensuite s'est propagé en Europe, et où effectivement, avec ces nouveaux référentiels idéologiques, on en arrivait à se dire, oui, mais quand vous regardez La Belle au bois dormant, vous faites l'apologie du viol, et quand vous regardez Blanche-Neige et les Sept Nains, vous faites l'apologie de la nécromancie. Bon, enfin, on est sur des choses qui sont complètement délirantes, et où finalement, aujourd'hui, la moindre chose, le moindre propos est regardé au niveau de toutes ces œuvres, et finalement, ça devient complètement inquiétant. Enfin, quand on regarde Disney+, qui met avant Aladdin aux États-Unis un petit message en disant oui, certaines catégories de population peuvent être stigmatisées, mais ça reflète les propos de l'époque, la pensée de l'époque et pas la pensée d'aujourd'hui. Enfin, pardon, mais Aladdin, c'est ni plus ni moins qu'une adaptation grossière de Ali Baba et les 40 voleurs. Ça va pas tellement chercher plus loin. À un moment donné, il faut juste arrêter. Il n'y a pas du tout de volonté de stigmatiser qui que ce soit dans ces films-là, et faut arrêter de vouloir voir des problèmes partout. Donc ça, c'est vraiment un très très gros problème. Et en fait, J.K. Rowling et la journaliste expliquent très bien que, en fait, sur Twitter, il y a eu une amplification donc de ce phénomène, parce que tous les journalistes en fait qui font
font partie, entre guillemets, de cette dérive sectaire qui est la sphère LGBT très activiste. Cette dérive sectaire, finalement, aujourd'hui, amène une surcatégorisation des identités et des idées, et on a l'impression, en fait, quand on voit 3 tweets, que c'est la réalité, alors qu'en réalité, les réseaux sociaux, on vous le dit souvent, et c'est encore plus vrai pour Twitter, c'est l'hôpital psychiatrique à ciel ouvert, et il y a du bon à prendre dans les réseaux sociaux, mais il y a aussi du très mauvais. Donc ça, c'était vraiment le truc. Et ensuite, J.K. Rowling va terminer cet épisode en expliquant grosso modo qu'elle est inquiète de voir aujourd'hui son ancienne famille politique, c'est-à-dire le Parti travailliste en Grande-Bretagne, mener des campagnes de harcèlement qui n'ont absolument aucun sens vis-à-vis de personnes effectivement qui pensent le contraire. Et ça, dans les propos de J.K. Rowling, c'est toujours quelque chose qui l'inquiète de voir qu'effectivement aujourd'hui on ne peut plus du tout discuter. Donc le podcast se termine sur grosso modo les TERF et donc sur évidemment toutes les problématiques auxquelles J.K. Rowling doit faire face depuis des années, et c'est à ce moment-là qu'arrive l'épisode 4. Alors, l'épisode 4, autant vous dire qu'on a été un peu surpris, et encore que, on a été un peu surpris quand même par la liberté de ton de J.K. Rowling, dont on aurait pu penser qu'elle essaierait d'englober les choses, mais en fait pas du tout, elle y va encore plus fort que d'habitude, et nous ça nous va très bien parce que nous sommes exactement sur la même ligne idéologique avec elle, et on va dire qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche. Donc, là, c'est à ce moment-là qu'on vous dit d'attacher la ceinture de sécurité, de vérifier que les airbags sont bien, entre guillemets, enclenchés, et on imagine que les anti-Rowling qui nous écoutent vont avoir une légère crise cardiaque à ce moment-là. Si ça se passe, vous n'hésitez pas, vous appelez le 15 et vous dites un petit peu les symptômes que vous avez, et quelqu'un viendra vous chercher. Donc si des fois ça devait mal tourner, sachez que vous ne pouvez pas nous tenir pour responsables, nous vous avons donné un certain nombre de conseils de prudence. Bref, donc J.K. Rowling commence un petit peu cet épisode sur la cancel culture avant effectivement d'aborder les questions relatives à la liberté d'expression, à celle d'opinion, mais aussi à la liberté d'association, en faisant face en fait à tous les activistes aujourd'hui qui se sont développés à toute vitesse sur les réseaux sociaux et qui effectivement aujourd'hui veulent entre guillemets couper l'herbe sous le pied de tous ceux qui ne pensent pas contre eux, comme eux entre guillemets, et donc finalement d'éliminer toute forme de résistance. On est vraiment dans cette dérive autoritariste dont J.K. Rowling parle de manière extrêmement claire, et donc en fait cette cancel culture telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est ni plus ni moins, entre guillemets, que, on va dire, des actes dictatoriaux, faut dire les choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, si vous dites, oui, mais moi je suis d'accord avec J.K. Rowling, on va dire, ah oui, t'es transphobe, et la transphobie, c'est pas une opinion, c'est un délit. Bon, on peut faire des trucs très faciles comme ça, on peut même dire que la connerie, c'est pas une opinion, c'est pas non plus un délit, mais ça soigne malheureusement pas. Enfin, on peut dire tout un tas de choses, à un moment donné, il faut juste arrêter. Le débat dans une démocratie, c'est normal. Et si on ne débat plus de rien, au final, on cède à tous les extrémismes possibles et imaginables. Et puis, on finit par faire sauter les statues de Bouddha en Afghanistan parce qu'on a décidé que c'était pas bien de représenter telle ou telle chose. Et donc, à un moment donné, ce que repositionne J.K. Rowling dans le débat public, c'est de dire, oui, il faut qu'il y ait du débat, oui, il faut qu'il y ait une liberté d'opinion, mais il faut aussi qu'il y ait une liberté véritablement d'expression. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette liberté d'expression, elle est en danger. Et vous êtes d'ailleurs plusieurs à nous le dire dans nos DM, etc., où vous osez, certains, peut-être qui écoutent ce podcast se reconnaîtront, où vous n'osez plus nécessairement dire, par exemple, un certain nombre de choses parce que vous avez peur des réactions auxquelles vous pourriez faire face, notamment par exemple dans un milieu scolaire ou dans un milieu universitaire, ou même, pourquoi pas, dans un milieu professionnel. Aujourd'hui, on est vraiment dans une logique, entre guillemets, très dictatoriale, puisque effectivement, on n'a plus le droit de ne rien dire, et si on va à l'encontre de la doxa dominante, entre guillemets dominante, parce qu'elle est, on le sait, en réalité minoritaire, nécessairement, vous allez vous prendre des vagues de haine, des vagues de harcèlement, et c'est quelque chose qui va arriver malheureusement assez rapidement. Alors ensuite, J.K. Rowling va parler un petit peu de pourquoi elle est devenue, entre guillemets, féministe, et pourquoi elle s'est considérée comme une féministe, et qu'elle se considère aujourd'hui comme étant féministe. C'est tout simplement, en fait, parce que chez elle, c'est un sentiment qui est apparu très tôt durant l'adolescence, plutôt la fin de son adolescence, y compris dans ses lectures. Alors, elle cite les poncifs habituels, Simone de Beauvoir, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui, pour elle, a été très importante. Elle a une vision idéaliste sur le féminisme, liée d'ailleurs à ses expériences personnelles, à ses expériences culturelles également, mais aussi, évidemment, à tout ce qu'elle a pu connaître en tant que femme, en tant qu'épouse, où, vous le savez, on vous en avait parlé dans les 2 premiers épisodes de cette série de podcasts, puisqu'elle a subi des choses, évidemment, qui sont au-delà du soutenable. Mais par contre, elle explique aussi que sa vision du féminisme, ce n'est pas une vision d'idéologie. C'est-à-dire que là, elle fait clairement la différence entre une prise de position personnelle et une idéologie. Et J.K. Rowling, elle explique qu'elle a toujours été très concernée par les droits des femmes, partout, pas seulement en Grande-Bretagne,
partout dans le monde, et pas simplement à l'Occident, mais aussi à l'Orient, que ça a toujours été pour elle un combat extraordinairement fort, mais qu'elle ne considère pas ce combat comme étant un combat d'idéologie, elle le considère comme étant un combat, entre guillemets, personnel, et elle ne se reconnaît pas dans les idéologies, elle revient là-dessus de manière assez évidente. Et d'ailleurs, ensuite, elle arrive sur la question de la biologie. Alors, c'est là où il y a des risques pour les anti-Rowling de faire de la crise cardiaque. Donc, reprenez votre téléphone, composez le 112 ou le 15 s'il y a un problème, mais J.K. Rowling le dit bien de manière très claire que la question de la biologie entre un homme et une femme, c'est une question qui est centrale et qu'il y a des différences biologiques entre des hommes et des femmes et que, donc, à partir du moment où il y a des différences biologiques, il n'y a pas, entre guillemets, une égalité. Pour J.K. Rowling, il y a la question soit de naître femme ou de naître homme à la naissance, et puis c'est tout. Les différences biologiques, selon elle, et là-dessus on ne peut que la rejoindre, induisent nécessairement une distinction sociologique entre les hommes et les femmes. Et donc forcément, les femmes vis-à-vis des hommes, et c'est ce qu'elle dit dans le podcast, ont parfois évidemment un certain nombre de vulnérabilités que n'ont pas nécessairement les hommes, et que c'est ces vulnérabilités-là qu'il faut réussir à prévenir, entre guillemets. Alors ça passe par tout un tas de choses, dont elle ne parle pas dans le podcast, mais ça passe par l'éducation, ça passe par tout un tas de choses, ça passe surtout par le respect et par un petit peu de culture, mais elle est vraiment dans cette logique de réaffirmer son attachement à la définition biologique des genres, et que ce n'est pas parce qu'un homme déciderait du jour au lendemain de dire qu'il est une femme qu'il devient une femme, et vice-versa d'ailleurs. Là-dessus, elle est très claire, le sexe est défini par la biologie, c'est ce qui a toujours été appris à tout moment, et c'est ni plus ni moins qu'une vérité. Et une vérité biologique ne peut pas être remise en cause pour la simple et bonne raison que c'est une vérité qui s'impose de toute façon de manière absolument évidente. Alors ensuite, elle revient un petit peu sur les origines du féminisme britannique et américain, alors qui sont un peu différentes des origines du féminisme français, même si tout ça finalement revient un petit peu au même. C'est-à-dire qu'en France, l'origine du féminisme s'est surtout construit, entre guillemets, sur des épreuves historiques qui ont été celles notamment de la Première Guerre mondiale puis de la Seconde Guerre mondiale, où on a bien vu que la place des femmes, entre guillemets, dans le monde aussi bien économique, industriel ou agricole, a quand même commencé à perforer, et qu'ensuite, autour de cela, il y a eu véritablement une avancée qui a été une avancée mise en place la plupart du temps sous des présidences de droite, présidence de De Gaulle, de Pompidou, de Giscard ou de Chirac, pour les principales lois en matière d'égalité homme-femme. Donc ça a été une chose. En Grande-Bretagne et aux États-Unis, ça a été un petit peu différent parce que le féminisme s'est véritablement développé dans des sphères idéologiques, culturelles et politiques plutôt de gauche, ce qui n'a pas été exactement la même chose en France. Et donc, du coup, c'est assez intéressant de voir un petit peu cette différence, parce que dans ces cénacles, entre guillemets, de gauche, il y a eu toute la dimension du féminisme qui est née, mais aujourd'hui, il y a toute la dimension, entre guillemets, LGBT et transactiviste qui se développe également. Et c'est là, en fait, où J.K. Rowling opère, entre guillemets, cette espèce d'étonnement, enfin, démontre cette espèce d'étonnement, qui consiste à dire pourquoi avant la gauche, qui est entre guillemets sa famille politique de rattachement en Grande-Bretagne, était capable de porter la cause des femmes, alors qu'aujourd'hui elle l'a totalement oubliée, elle est même capable de l'effacer. Et ça, c'est quelque chose qui a été quand même très très intéressant. Alors ensuite, elle revient sur la question entre guillemets de la problématique que posent toutes les autodéterminations, puisque vous savez qu'aujourd'hui on peut s'autodéterminer entre guillemets comme étant un cheval, une sirène, un lapin, un camping-car ou n'importe quoi. Ou évidemment se déterminer par un genre qui serait différent du sexe biologique, alors qu'avant il fallait un diagnostic médical. Aujourd'hui, ce diagnostic médical, il n'est plus entre guillemets nécessaire dans la majorité des pays, puisque les transactivistes LGBT expliquent très bien que c'est une discrimination d'obliger un diagnostic médical. Sauf que la problématique, c'est que la dysphorie de genre, puisque c'est généralement derrière cet acronyme médical que se cache un certain nombre de transactivistes, c'est véritablement, entre guillemets, une problématique de santé mentale qui répond à des normes scientifiques et psychiatriques qui sont très très claires et qui effectivement concernent une toute petite partie de la population, mais une toute petite partie. Aujourd'hui, on est dans un effet de mode autour de ces sujets-là. Il y a des gens qui vivent véritablement effectivement cette dysphorie de genre, et ces gens-là, effectivement, J.K. Rowling explique très très bien qu'il faut les aider, mais il ne faut pas non plus faire de ça, entre guillemets, un cas, on va dire, global. C'est comme la question de la dyslexie, finalement. En termes de troubles 10,
Il y a des gens qui sont capables de faire quelques fautes, c'est pas très grave de faire des fautes d'orthographe, nous aussi ça nous arrive, mais qui ne sont pas pour autant dyslexiques. Aujourd'hui, tout le monde a tendance à dire « Ah bah oui, mais je suis dyslexique ». Si ce n'est pas prouvé, entre guillemets, scientifiquement et donc d'un point de vue médical, ça n'existe pas. Et donc, il faut bien voir qu'aujourd'hui, la problématique de toutes ces autodéterminations, c'est que concrètement, comme il n'y a pas de diagnostic médical, évidemment, quelque part, c'est beaucoup plus pratique, entre guillemets, pour se déclarer. Et donc ensuite, on revient dans les propos de J.K. Rowling sur le fait, par exemple, qu'il ne faut évidemment jamais stigmatiser qui que ce soit, y compris les LGBT, y compris les trans, y compris les gays, les lesbiennes, etc., mais y compris les hommes. Elle rappelle d'ailleurs qu'elle est une femme hétérosexuelle, mariée, qui est très heureuse avec son mari, qui est quelqu'un d'absolument merveilleux, avec qui elle a vécu, on va dire, des moments extraordinaires, et elle s'oppose, en fait, dans cette espèce de diatribe, à un discours, si vous voulez, ambiant, où on fait, entre guillemets, des hommes, des monstres sanguinaires et barbares, et donc, si vous voulez, le discours « tous les hommes sont les mêmes », concrètement, elle s'oppose à tout cela. Et donc, elle s'oppose, de fait, au discours radical tenu aujourd'hui par un certain nombre de cercles féministes qui ont tendance à voir les hommes comme étant des dangers suprêmes. Alors, c'est vrai que certains hommes, effectivement, sont violents. Elle le rappelle, d'ailleurs, que le problème vient de la violence de certains hommes, et que c'est ce problème-là qu'il faut, entre guillemets, répondre. Mais que les hommes ne sont évidemment pas un problème pour le développement de la société, comme les femmes ne le sont pas, etc. Et donc, pour J.K. Rowling, elle trouve que c'est très dangereux. En plus, quand on sait qu'il y a une certaine forme, une certaine propension à la violence dans une catégorie, et notamment chez les hommes, dans une catégorie, c'est très dangereux d'ouvrir la porte à ces gens-là dans des lieux qui sont censés protéger les femmes. Et c'est là où on revient à la question trans, où effectivement, elle explique que non, aujourd'hui, une femme n'a pas envie de voir débarquer un homme qui peut se prétendre femme, par exemple, dans les toilettes. On revient assez longuement dans l'épisode sur le cas de cet homme qui s'était, entre guillemets, déclaré, identifié comme étant une femme et qui donc est allé en prison en Écosse, qui a fini par violer et harceler un certain nombre de femmes dans cette même prison, sous prétexte qu'en fait, ce mec n'avait absolument aucune dysphorie de genre, mais il s'était dit être comme ça, et donc il a mis en danger des femmes qui étaient pourtant dans un environnement qui était censé, même si c'est le milieu carcéral, être, on va dire, relativement safe. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle d'envoyer des hommes, par exemple, qui se disent femmes dans des vestiaires de femmes ou dans des toilettes pour femmes, ça pose un certain nombre de problèmes. Et l'inverse, d'ailleurs, peut être aussi tout à fait exact. Mais bon, si vous voulez, elle pointe bien du doigt qu'il faut faire attention à ne pas, entre guillemets, créer des positions qui pourraient être des positions demain, entre guillemets, de danger. Alors ensuite, elle revient sur toute la problématique des enfants trans. Alors le documentaire est assez bien, on va dire, documenté. Il y a pas mal de choses dedans, d'interventions notamment de médecins et tout, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, et notamment aux États-Unis, mais c'est la même chose en France, de plus en plus d'enfants sont soumis à des traitements médicaux sans d'ailleurs véritablement d'avis psychiatrique, où on va les mettre en fait avec des processus hormonaux extrêmement complexes, des bloqueurs de puberté, etc., pour ensuite leur permettre de faire une transition chirurgicale quelques temps plus tard. Mais en fait, ce que J.K. Rowling explique très très bien, c'est qu'il n'y a pas de recul totalement chez les adolescents qui décident de se soumettre, entre guillemets, à ces traitements-là et qui décident en fait de faire une transition. Et le fait est que pour elle, il y a quand même un problème à emmener ces enfants sur ces chemins-là, alors qu'on sait que la transition, ainsi que la détransition d'ailleurs, va mener de manière totalement irrémédiable vers une infertilité à vie. C'est-à-dire qu'une fois qu'une femme qui veut devenir un homme est opérée, c'est terminé, elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Et le contraire est totalement exact également. Et donc tout cela, en fait, ça demande évidemment du sens. Et est-ce qu'un enfant aujourd'hui de 7-8 ans, comme on veut nous le vendre parfois à la télévision en France, est capable de dire, entre guillemets, je veux devenir un homme ou je veux devenir une femme? La réponse est absolument non. Si vous l'entendez, c'est parce qu'il y a une idéologie dans le cercle familial qui nécessite effectivement une prise en charge aussi bien médicale qu'une prise en charge sociale, parce que ça veut dire que l'enfant a été soumis à des discours qui ne sont pas les bons. On ne dit pas que des enfants transsexuels, ça n'existe pas, bien sûr que si, qu'il y a évidemment des gens et une minorité de personnes qui peuvent souffrir effectivement de troubles du genre, cette espèce de dysphorie de genre dont on vous parlait tout à l'heure, et qu'il faut là les aider. Mais soumettre des enfants à des traitements médicaux, voire à des opérations chirurgicales, ça commence à se faire dans un certain
certain nombre de pays, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement inquiétant. Alors ensuite, J.K. Rowling revient sur la question du non-débat dont on vous parlait tout à l'heure, avec effectivement cette phrase très très forte où elle dit que effectivement le fait aujourd'hui de refuser le débat, et de le refuser de manière violente comme le font par exemple les transactivistes, et comme le font d'ailleurs tous les youtubeurs et tous les médias pseudo-Harry Potter qui se glorifient entre guillemets de taper sur J.K. Rowling au quotidien en faisant des vidéos en expliquant que J.K. Rowling est problématique, tous ces gens-là, en réalité, sont des gens qui pratiquent de l'autoritarisme et qui ne valent pas mieux que ceux qui, il y a encore quelques années, commettaient des attentats sur le sol français. Enfin, concrètement, on est sur la même logique, et J.K. Rowling, d'ailleurs, l'explique. Le fait de refuser un débat, c'est de l'autoritarisme, mais ceux qui refusent ces débats-là, ce sont des fondamentalistes. Et elle utilise le mot fondamentaliste, qui est quand même très intéressant, parce que on avait vu dans l'épisode 2 qu'il y avait des fondamentalismes religieux, et là, ce sont des fondamentalismes idéologiques extrêmement inquiétants, et là-dessus, on ne peut que souscrire, évidemment, à ses propos. Donc, en tant qu'elle, que personnalité publique, elle explique quand même qu'elle devait prendre en compte tous ceux qui n'osent plus dire quoi que ce soit. Et en fait, elle explique très bien, et c'est vrai qu'elle a raison, même nous, des fois, sur la chaîne, on se dit « Oh là là, mon Dieu, quand on sort une vidéo, qu'est-ce qu'on va se prendre dans la tête ?» Parce qu'on se dit, parfois, oui, on n'a plus le droit de ne rien dire, donc on est un peu terrifié. Elle explique qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent la voir en lui expliquant qu'elle a raison de lire tout ça parce qu'ils n'osent plus le faire, parce qu'ils sont terrifiés des répercussions que ça peut avoir dans un environnement, comme on vous disait tout à l'heure, scolaire, universitaire, professionnel, familial, parfois même, et que donc, effectivement, on va dire, la matrice qui est celle de J.K. Rowling aujourd'hui, c'est de pouvoir, elle, en tant que personnalité publique, porter le message de tous ceux aujourd'hui qui n'osent pas s'exprimer et qui pourtant représentent une majorité. Parce qu'encore une fois, les réseaux sociaux ne sont pas la majorité, c'est une minorité de personnes qui sont dessus, et ce sont des minorités qui sont agissantes et qui font l'apologie de différentes idéologies qui, dans le monde réel, ne peuvent pas exister. Ça, là-dessus, il faut être assez clair là-dessus. Elle explique même, d'ailleurs, être dans une sorte de mission. Pour elle, elle est carrément en mission pour défendre à la fois la cause des femmes, mais aussi cette liberté d'expression, cette liberté de débattre. Et là-dessus, c'est très bien qu'elle puisse s'assumer. Et on aimerait bien qu'un certain nombre de youtubeurs et autres médias prennent, entre guillemets, en considération le fait que dans une démocratie, on a le droit au débat. Et s'ils ne veulent pas du débat, ils peuvent aller en Iran. Effectivement, là-bas, en Iran, le débat est très circonscrit, mais on n'est pas tout à fait sûr qu'ils seront très très à l'aise dans ce genre de pays. Mais le fait est que, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle se positionne véritablement comme étant quelqu'un de très clairement positionné dans une logique de défendre le droit à chacun d'exprimer son propre propos. Et d'ailleurs, elle va même très loin, puisqu'elle va même jusqu'à dire que si demain, à cause de ses propos, plus personne ne devait acheter ses livres, ce qui n'est pas le cas, elle explose les chiffres de vente de ses livres depuis des années. Si des fois ça devait arriver, pour elle, c'est pas très très grave parce qu'elle a largement de quoi nourrir sa famille, c'est pas le problème, donc elle préfère, entre guillemets, remplir sa mission. Donc voilà grosso modo ce qu'on pouvait vous dire sur ces 2 épisodes de podcast qui sont très très riches, donc il va y avoir encore d'autres épisodes, donc on se retrouvera dans une semaine ou 2 pour en parler. Et pour évidemment faire le débrief de l'épisode, ça va être l'épisode 5 et de l'épisode 6, normalement si tout se passe bien, et on pourra donc évidemment continuer à parler de ces sujets. Donc voilà, on espérait évidemment vous transmettre tout ça le plus rapidement possible, mais il fallait qu'on ait le temps de faire les vidéos et d'écouter ces podcasts qui sont très très intéressants, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Spotify sans difficulté si vous êtes à l'aise avec l'anglais, mais c'était vraiment intéressant pour nous de pouvoir parler un petit peu de tout ça avec vous. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, parce qu'évidemment c'est important pour nous de pouvoir échanger avec vous. Nous, en tout cas, on est absolument très heureux des propos de J.K. Rowling parce qu'on se sent conforté entre guillemets dans la mission qu'on s'est fixée très très modestement avec notre chaîne de défendre J.K. Rowling et de défendre aussi ses positions puisque nous avons les mêmes. Donc on est vraiment très 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 heureux de cette logique. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu et on se retrouve donc dès mercredi pour plein de nouvelles aventures. À très bientôt.